Mickey McCarthy est un jeune cadre dynamique, extrêmement brillant et tout juste entré dans le monde du travail. Il n'a encore aucune expérience, mais détient une compétence incroyable que nombre d'entreprises seraient prêts à s'arracher. La robotique. En effet, depuis sa plus tendre enfance, il n'a cessé d'étudier, chercher, discuter et comprendre la vie robotique. Ces étranges petits êtres, dotés de conscience, dans un corps de métal, sont devenus le centre de son existence. Et ses connaissances, ses sentiments envers eux, ont continué de croître encore, et encore, et encore. Poursuivant son rêve, son unique passion, il a embrassé les études de robologie, afin de toujours mieux comprendre ces petites créatures. Comme un doux rêve au lointain, il caressait l'espoir de transformer son amour des robots en une carrière professionnelle qui lui tiendrait à vie, passant ainsi son existence à aider les êtres mécaniques. Devenu expert dans son domaine, et à la sortie de ses études, c'est tout naturellement qu'il prit le chemin des grandes entreprises. Et après de multiples entretiens, un grand nombre de blabla et plusieurs litres d'encre perdus à imprimer des CV, il finit par obtenir son premier CDI à la Screw and Fire Corporation en tant que sous-directeur des ressources robotiques. Passant les portes de l'usine comme on entre dans un rêve, afin d'effectuer son tout premier jour dans son nouveau travail, il fut chaleureusement accueilli par son supérieur, qui se mit à le saluer d'un grand geste fraternel, avant de lui dire « Ah, c'est vous le nouveau chargé des robots? Ça tombe bien, il va y avoir un nouvel arrivage cet après-midi. Alors, pour tous les anciens, je vous laisse vous charger de les incinérer. » On ne peut pas tellement dire qu'il y a un gros risque à annoncer qu'un jeu utilisera le clic de la souris. Ok, à la limite ça met de côté les consoles, mais dans l'absolu, que ce soit les FPS, RTS jusqu'au point and click, on reste encore très large dans les possibilités. C'est pourquoi il est temps de préciser un peu plus quel sera réellement le type du jeu, à savoir un drag and drop. Le drag and drop est un style très souvent utilisé pour les jeux éducatifs, et son gameplay est basé sur le principe comme quoi on doit cliquer et maintenir le clic de la souris sur un élément pour le déplacer et le disposer à un endroit donné. Vous vous doutez bien qu'en ce qui nous concerne, nous n'allons pas en faire un jeu éducatif. Si cette émission était faite pour vous apprendre des trucs, ça se saurait. Donc, pour commencer, nous serons sur une vue de dessus. Le joueur sera représenté sous la forme d'une main, celle de notre personnage principal, le gentil Mickey. Nous déplacerons cette main à l'aide de la souris. Ou plutôt, disons que la main se déplacera en permanence en direction de la souris. Le joueur aura donc une vitesse maximale pour son déplacement. Des ennemis seront dispersés autour du joueur sous la forme de petits robots. Le but du jeu sera de détruire chacun de ces robots en procédant de la manière suivante. D'abord, il devra aller sur lui et cliquer pour le désactiver. Une fois désactivé, le joueur pourra maintenir le clic pour le saisir et le déplacer. Il pourra ainsi le projeter où il le souhaite. L'objectif étant, au final, de le laisser tomber dans une zone prévue pour le détruire. Justement, en parlant de zone, nous avons beau être dans une vue assez proche de celle de notre précédent loading, le Baron Samedi, cette fois-ci, le calibrage du niveau sera très différent, car le sol sera composé d'un quadrillage de plaques. Suivant le type d'une plaque, cette dernière pourra être totalement neutre ou bloquer le passage du joueur, d'un ennemi, voire des deux en même temps.
forçant ainsi le joueur à définir son itinéraire pour atteindre la plaque qui l'intéressera réellement, à savoir celle qui lui permettra d'incinérer le robot qu'il vient d'attraper. Sans oublier certaines plus spécifiques, comme une plaque électrique qui blesse le joueur tant que ce dernier se trouve dessus. C'est ainsi qu'on pourra identifier chacun des différents niveaux du jeu, par leurs multiples dispositions de plaques, ainsi que les divers ennemis qu'ils comprendront. Oui, car en effet, vous vous doutez bien que l'on ne va pas se contenter d'un seul ennemi standard qui attend sagement de se faire rôtir. On va en faire toute une tripotée. Et pour cela, on va les couper en 3 parties. Les pieds, le ventre et la tête. Les pieds vont définir la manière dont le robot va se déplacer. Il pourra être parfaitement immobile, faire un mouvement d'aller-retour, aller dans les 4 directions, etc. En ce qui concerne la tête, ce sera la méthode nécessaire pour désactiver le robot. En effet, je le rappelle, un robot devra être désactivé pour pouvoir être mis au feu. Sa tête va donc définir comment on doit cliquer sur lui pour le désactiver. On aura ainsi le clic simple, ou le clic en 2 fois, le fait de maintenir le clic, voire de le bourriner très rapidement, et ainsi de suite. Tout en gardant à l'idée que si un robot n'a pas de tête, il pourra être jeté directement au feu sans avoir besoin d'être désactivé. Enfin, voyons sa dernière partie, à savoir le ventre, qui constituera la réelle identité du robot. Cette partie va définir la manière dont le robot va agir vis-à-vis du joueur. Outre le standard qui n'aura pas de réaction spécifique, nous aurons le robot bombe, qui explosera au bout d'un certain temps, le robot Tesla, qui produira de l'électricité, et le robot... le robot Morgenstern, on va dire, qui, s'il est tenu trop longtemps, déploiera une série de lames pour forcer le joueur à le lâcher. Ce sont les multiples et innombrables cumuls de ces 3 parties, pieds, ventre et tête, qui permettront d'avoir un nombre extrêmement varié d'ennemis. Ces derniers apparaîtront par vagues, et le niveau ne pourra être terminé qu'une fois qu'ils auront tous été incinérés. Du coup, pour avoir quand même un peu d'assistance dans ce travail, nous pourrons bénéficier de bonus qui apparaîtront plus ou moins aléatoirement. Pour les activer, il faudra les récupérer avant qu'ils ne disparaissent et les incinérer. Ils auront divers effets, comme regagner de la vie, être invincible pendant quelques secondes, ralentir les mouvements des robots, etc. De la même façon, dans son interface, le joueur bénéficiera de pouvoirs qu'il pourra améliorer au fur et à mesure qu'il progressera dans les niveaux. Ces pouvoirs seront similaires aux bonus, la nuance est que, contrairement aux bonus, ces pouvoirs pourront être activés n'importe quand, bien qu'on ne puisse les utiliser qu'une seule fois par niveau, bien entendu. Cette même interface contiendra le reste des informations, comme le pourcentage de vie du joueur, ainsi que le nombre de robots qu'il lui reste à détruire. Et ainsi, une fois qu'il se sera débarrassé de la totalité des ennemis, le niveau sera terminé, et il obtiendra une notation par rapport à 3 principes. S'il a réussi à terminer le niveau assez vite, s'il a réussi à incinérer la totalité des robots sans qu'aucun n'ait explosé, et s'il a réussi à terminer le niveau sans perdre de vie. La plupart des niveaux seront assez faciles en soi, mais l'objectif réel, pour le joueur, sera, bien entendu, d'essayer de terminer chacun des niveaux au maximum de la notation, pour prouver qu'il est l'homme de la situation, et gravir ainsi les échelons en bon petit soldat du capitalisme. Nous n'allons pas attaquer immédiatement la programmation. Cette fois-ci, il va falloir se poser quelques minutes pour bien établir le plan d'ensemble du jeu. J'en profite d'ailleurs pour préciser ce dont il s'agit. On parle du plan pour définir quels sont les écrans qui peuvent mener à quels autres. Toute l'idée est de définir à partir de quel endroit on peut se rendre à un autre. Et aussi, sur quel écran on peut consulter les options du jeu, lancer un niveau ou retourner à l'écran d'accueil. Cette fois-ci, nous avons un jeu un peu plus complexe que les fois précédentes. C'est pourquoi il est préférable de faire ce plan au préalable. Outre le gameplay, ce qui augmente la complexité de notre jeu, c'est que, à présent, nous avons une map. En effet, comme je l'ai précisé plus tôt, et contrairement à nos 2 précédents jeux, cette fois-ci, nous sommes sur une logique de niveau. Il n'y aura pas de partie sans fin qui ne s'arrête qu'à la mort. Ici,
le joueur pourra choisir dans une map le niveau qu'il veut faire. C'est ainsi qu'on a déjà deux écrans, la map, où on choisit un niveau, et le jeu, où on joue à un niveau. Bien entendu, juste avant la map, on aura la page d'accueil, qui permettra aussi d'aller dans la partie badge, et de voir les récompenses récoltées pendant le jeu, afin de donner aux joueurs un objectif tertiaire. En plus de celui de terminer le jeu d'abord, puis de terminer tous les niveaux à 100% ensuite, les plus hardcore pourront aller jusqu'à chercher à obtenir la totalité des badges. Eh, vous faites ce que vous voulez de vos soirées, hein. Je ne suis pas là pour juger. Toujours depuis la page d'accueil, il y aura aussi la partie des crédits. Bon, généralement, personne n'y va, mais bon, c'est quand même bien de se rappeler que tout ça ne s'est pas fait tout seul. Et en profiter pour créditer les autres participants, comme les créateurs des musiques par exemple. À côté de ça, nous avons les deux fenêtres pour les options et l'aide, que l'on pourra ouvrir depuis à peu près n'importe lesquels des trois écrans principaux. Depuis la carte, on aura accès aux deux fenêtres pouvoir et histoire. La première permettra de choisir et améliorer ses pouvoirs pour les utiliser pendant la partie. La seconde apparaîtra régulièrement pour présenter le déroulement de l'histoire interne du jeu sous la forme d'une simple narration textuelle. Enfin, depuis le jeu, nous aurons les trois fenêtres supplémentaires. La pause, bien entendu, la fenêtre d'échec du niveau, si on a perdu, et bien entendu, la fenêtre de réussite du niveau, avec le score obtenu. Voilà, avec tout ça, nous avons une véritable vue d'ensemble sur le cheminement que le joueur pourra effectuer au sein du jeu. Maintenant que tout est clair, nous pouvons enfin nous lancer dans la programmation. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'un projet de jeu un peu plus complexe et riche que les deux précédents. C'est pourquoi nous allons aborder son développement sous un angle différent. Jusqu'à présent, la programmation des jeux était directement faite dans le code du fichier principal. Cette fois-ci, nous allons programmer tout ça dans des scripts. Alors, je vais expliquer un peu plus en détail ce principe, car il s'agit d'un point important dans la programmation. Dans les deux précédents jeux, le code était écrit directement dans le fichier Flash. De ce fait, tout était centralisé dans ce dernier. Fonctionner avec les scripts, cela signifie séparer le code en plusieurs fichiers que l'on va rattacher à la fois au fichier principal, mais également entre eux. La position des découpes dans le code est totalement laissée au choix du programmeur. Ce peut être une banale suite de coupes numérotées sans classification spécifique. Pour ma part, voilà comment j'ai tendance à organiser mes scripts pour un jeu comme celui-ci. Tout d'abord, je fais un script pour chaque scène ou fenêtre. Chacun d'entre eux contiendra le code associé à la partie concernée. Ensuite, pour les scènes les plus complexes, comme, allez, au hasard, la partie jeu, je fais un script pour chaque composante. C'est ainsi que, là, on se retrouve avec un script pour la gestion du joueur, des ennemis, du sol, de la vue 3D, etc. Je sais que cela peut paraître complexe à première vue, mais il vous faut garder en tête qu'un script n'a pas nécessairement besoin de milliers de lignes. Certains puristes considèrent même qu'un script ne devrait jamais excéder les 100 lignes. Ouais. Sans aller jusque-là, l'idée à garder en tête est que cela ne changera en rien le fonctionnement de votre jeu, seulement son organisation. Et croyez-moi, quand un développement commence à devenir massif, ce n'est pas du luxe. Il y a bien d'autres usages des scripts, mais... bon, je vous parlerai une autre fois des frameworks. Dans tous les cas, nous nous retrouvons à présent avec quasiment tout l'ensemble des scripts pour le jeu. Enfin, tous les fichiers. Oui, car ces scripts sont vides. Ce sont des pages blanches qui attendent qu'on les remplisse. Et, quitte à prévoir, je vais commencer par mettre en place le système de transition et ouverture des scènes et fenêtres. Cela peut paraître étrange de démarrer par ça, mais c'est vraiment une fois que vous n'avez plus à vous soucier de comment vos scènes vont s'enchaîner, que vous pouvez réellement commencer à développer un jeu. Voilà, donc ce vague test nous montre bien que la transition se passe correctement. C'est bon. Ah, mais oui, sauf que non, car ce que je vous ai pas encore dit concernant ce jeu, c'est qu'il est prévu pour être lancé en plein écran. Et oui, ça suffit la petite vignette dans le navigateur. Cette fois-ci, on joue au jeu sur la totalité de son affichage. Le problème, c'est que, du coup, faut qu'il soit responsive. Oui, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est quoi le responsive, ce truc que tu te bouffes en permanence quand tu travailles dans le développement mobile,
Eh bien, comme vous le savez, cela fait bien longtemps que nos écrans ne sont plus à taille fixe. Et entre les affichages sur téléphone, tablette, écran d'ordinateur de bureau, d'ordinateur portable, de télévision, de montre... Ouais, non, personne n'a acheté ce truc. Mais pour le reste, les tailles d'affichage sont devenues toutes différentes. Et le principe du responsive, c'est de faire en sorte que le contenu s'adapte à l'écran qu'il affiche. Regardez, observez vos sites préférés et amusez-vous à changer la taille du navigateur. Vous verrez comment ce dernier s'adapte en temps réel. Eh bien, pour ce jeu, nous devons faire pareil. Oh, dans une moindre mesure bien entendu. Mais au moins faire en sorte que le contenu principal remplisse complètement l'écran, d'une part, et d'autre part, pour que les deux parties de l'interface se placent respectivement en haut à gauche et en haut à droite de l'écran. Voilà, de cette manière, quel que soit le support sur lequel ce jeu sera joué, il y sera adapté. Mais je n'ai pas dit pour autant que ce sera un jeu mobile, hein. Allez, attaquons réellement la programmation du jeu. Et commençons par ce qui va définir tout le reste de l'affichage, à savoir l'environnement 3D. Bon alors, il ne s'agit pas réellement d'une vue 3D, hein, exactement comme avec Baron Samedi. Il s'agit ici d'une vue isométrique, où la profondeur est définie par la hauteur. Cependant, à la différence de Baron Samedi, cette fois, nous allons gérer les trois axes, à savoir la profondeur en Z, la largeur en X et la hauteur en Y. Comme il s'agit d'une vue isométrique, la profondeur et la hauteur seront visibles sur le même axe, à savoir l'axe vertical. La question serait alors, mais comment différencier les changements en profondeur et les changements en hauteur d'un élément? C'est très simple, grâce à une tricherie bien pratique, l'ombre au sol, qui va ainsi montrer la distance entre le sol et l'élément, et ainsi sa hauteur. Voilà, même si c'est un beau bordel, on arrive assez bien à distinguer les changements des éléments sur la profondeur, la largeur et la hauteur. Et donc à présent, appliquons la disposition du sol, celle qui jouera ensuite le rôle d'obstacle pour le joueur comme pour les ennemis. Pour l'instant ce n'est qu'un calibrage visuel, mais on y viendra ensuite. Wow. Ce n'était pas les faire chercher. Il manquait quelques calibrages pour que cela fonctionne. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut que le sol ne soit pas que cosmétique, mais ait un impact sur le gameplay. C'est pourquoi nous allons mettre en place un système de hitbox pour qu'il puisse agir comme des obstacles. J'ai déjà parlé de ce principe de hitbox dans le premier loading, donc je ne vais pas revenir dessus. Gardez juste en tête que programmer une hitbox pour un obstacle est un peu différent que pour un ennemi. Généralement, quand une collision est détectée contre un ennemi, le jeu se contente de faire perdre de la vie, de provoquer la destruction d'un des éléments, voire de repousser le joueur. Alors que la collision contre un obstacle doit simplement bloquer le passage. Cela signifie qu'en plus de détecter la collision, il faut pouvoir repositionner correctement le joueur ou l'élément, pour éviter les différents bugs possibles, comme... comme celui-ci par exemple. Mais bon, heureusement, il ne s'agit là que de décors rectangulaires, donc ce n'est pas encore trop méchant. Là, ça devrait faire l'affaire. À présent, les différentes balles qui se déplacent par des mouvements en diagonale rebondissent sur le mur ici et sur les deux parties blanches là et là. Bon, on peut virer à présent ces balles qui ne servaient qu'à tester le fonctionnement du sol et de la vue 3D et on va pouvoir créer le joueur. Non, ce n'est pas un cornet de frites, c'est une main. Le joueur est supposé se positionner sur la souris. Cependant, comme je l'ai dit, on ne peut pas directement faire ainsi. En effet, si le joueur se positionne immédiatement sur le curseur, celui-ci va aller beaucoup trop vite. Et la gestion des obstacles sera bien plus complexe, car il risquerait de passer au travers du fait de sa rapidité. Il y aurait différentes possibilités pour gérer ça. On pourrait notamment définir l'écran comme un gigantesque stick dans lequel la position du curseur définit la direction du joueur et sa vitesse. Cependant, pour le coup, nous allons plutôt utiliser le concept de la laisse de chien. Oui, une laisse de chien. En fait, c'est très simple. La direction de la souris, ici représentée par cette cible, définit la direction à suivre pour le joueur. Tant qu'il ne l'a pas atteint, il continue d'aller dans cette direction. Oh là, ce n'est plus le maître qui tire son chien là. Du calme, toutou, oh. Oui, voilà, comme ça. Et, bien entendu, le joueur doit subir les obstacles du sol. Allez,
Passons à l'intégration des ennemis. La première chose à faire est de calibrer leur création à partir des 3 parties de leur corps, à savoir les pieds, le ventre et la tête. On va simplement créer un élément entier pour l'ennemi et dispatcher à l'intérieur un élément pour les pieds, un élément pour le ventre et un élément pour la tête. À partir de là, et pour chacun d'eux, il suffira de mettre un visuel et une animation pour chacune de ces différentes formes. Et comme l'ennemi s'intègre à présent parfaitement bien, nous allons calibrer ces différents mouvements avec l'horizontale, la verticale, les 4 directions, toutes les directions, un déplacement chaotique, et même la téléport. Donc oui, la téléportation, mais quand même moins rapide. À présent, on peut s'occuper du fonctionnement de la tête, qui permettra notamment de désactiver un ennemi au clic, au survol, au maintien. Il se passe quoi là? Je suis en train de le chatouiller ou quoi? Bon, là... Bon, ça devrait être bon comme ça. Voilà, les ennemis peuvent être désactivés de plusieurs manières différentes. Certains filous pourront même se réactiver tout seuls, au bout d'un certain temps. Allez, tout l'intérêt là-dedans est d'à présent pouvoir les choper pour les déplacer un peu où on veut. Le drag and drop est un fonctionnement extrêmement simple à la base. Il suffit de dire, tel élément, par exemple le robot, est considéré comme non tenu. Quand on appuie le clic sur lui, il devient tenu. Et quand on relâche le clic, il redevient non tenu. À partir de là, il suffit de dire que tant que le robot est considéré comme tenu, il reste positionné sur la souris. Et voilà, on a un drag and drop. Ici cependant, c'est un tantinet plus compliqué, car nous sommes sur une vue en 3D isométrique, et qu'il n'y a pas de clic, mais globalement, on n'est pas loin du même principe. Quand le joueur est positionné sur un robot attrapable, on peut cliquer, et tant qu'on maintient le clic, on peut le saisir, et le déplacer, pour ensuite le jeter violemment un peu partout. Tiens, prends ça, espèce de machine sans âme. Pardon. Ouais, bon, je pense qu'il est temps de fournir aux robots les moyens de se défendre. Pour cela, nous allons calibrer leur ventre. Déjà, nous avons là le ventre de type bombe, avec le compteur qui diminue. Il y aura différents types de bombes comme ça. Celles qui diminuent en permanence, celles qui ne diminuent que si le robot est désactivé, et inversement, celles qui ne diminuent que si le robot est activé. Bon, heureusement, là ce sont des bombes qui s'arrêtent quand le robot est désactivé. Donc c'est bon, ça va, on est safe. Ah mince! Ce sont des robots qui peuvent se réactiver tout seuls. Ah mince, non. Ah non mais chut, mais... Ah mince, mais où est le bouton pour arrêter le test? Mais putain... Ah ben super. J'ai plus qu'à racheter un nouvel écran moi. Bon, la bombe c'est très bien mais ça ne suffit pas. Avec l'électricité, on fait en sorte que le joueur soit blessé quand il le touche. Oh non 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 non, je n'ai encore rien enregistré. Vite 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 vite. Bon, il ne reste que le Morgenstern, celui qui déploie ses lames si on le saisit trop longtemps. Attends, mais si l'explosion m'a bousillé mon écran et l'électricité ma batterie, est-ce que lui... Ah la vache! Merde! C'est extrêmement douloureux! Ah tiens là, pour la peine ils m'ont saoulé! Tiens, tu vois ça là, hein? Ben ça se voit pas, hein? Mais c'est un incinérateur! Allez bim! Et bim! Mourrez, mourrez tous par le feu! Ça va mieux. Bon allez, ils seront quand même pas tous méchants. Certains seront des bonus. Bah oui, en fait, plutôt que de gérer un autre type d'élément, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le fonctionnement actuel des ennemis pour faire de certains d'entre eux des bonus. Oh, regardez comme c'est mignon. Ça, c'est ma petite contribution à tous ceux qui veulent envoyer un message de Saint-Valentin. À leur ex. Bon, pour le ralentissement, c'est ok. Les ennemis deviennent beaucoup plus lents.
En ce qui concerne l'invincibilité, oui ok, je suis bien invincible, mais c'est quoi cette vitesse d'animation là? Ce bonus là permet de geler les ennemis afin qu'ils cessent de bouger. Et enfin, le bonus qui permet de désactiver plusieurs ennemis d'un coup. Ok, ça marche. Il est temps d'avoir un peu plus de visibilité sur l'avancée du joueur pendant une partie. On va intégrer l'interface avec les deux barres pour l'affichage de la vie et de l'avancement dans l'objectif du niveau, ainsi que l'horloge pour afficher l'avancement du temps et quand on a dépassé la durée prévue. Et enfin, la tronche du personnage pour illustrer son ressenti du moment. Sans oublier bien entendu les boutons pour ouvrir les 3 fenêtres, aide, options et pause. Cette pause que l'on va faire dès maintenant, comme ça ce sera fait, voilà. Une fois que tous les robots ont été détruits, voilà la fenêtre de réussite. Vous noterez d'ailleurs l'incroyable originalité en ce qui concerne ces 3 étoiles. Et si jamais on a perdu trop de vie, voilà l'écran d'échec. Il ne reste plus que la fenêtre d'aide, qui, cette fois, est agencée pour contenir plusieurs informations différentes sur de multiples pages, avec un défilement dans un sens et dans l'autre. Cela permettra de donner les informations de gameplay aux joueurs petit à petit, à la manière d'un tuto, plutôt que de tout lui montrer d'un coup brutalement. Parfait, je pense qu'on est bon à présent. Notre jeu est fonctionnel, et ressemblerait presque à une version alternative bizarre d'un jeu d'échecs. Mais on va arranger ça, hein. Après tout ce qui lui manque, ce sont de belles couleurs. Enfin, couleurs... Pour tout vous dire, cette fois-ci, pour son design, je vais m'inspirer des cartoons. Des vieux cartoons. Des cartoons qui étaient matés par ton grand-père. Voilà. Nous allons reprendre cette esthétique noir et blanc, avec de très légères pointes de gris, des traits marqués et des personnages aux mimiques saillantes. Pour le joueur dans le jeu, c'est assez pratique, car comme c'est inspiré de l'univers des vieux cartoons de Disney, eh bien, c'est finalement assez logique que ce soit son gant que l'on peut voir. Avec 4 doigts, hein. Bien entendu, il nous faut créer les différentes parties du corps des ennemis séparément. On va commencer par le ventre, car ce sera la partie qui contiendra le visage du robot. Outre leurs différences d'expression, j'en profite également pour leur donner à chacun une forme basique différente. Si vous remarquez bien, les ennemis standards sont carrés, les bombes sont rondes, les électriques sont cylindriques, et les Morgenstern sont triangulaires. On continue avec les pieds, et vous constaterez d'ailleurs que pour certains d'entre eux, comme la chenille ou la 4 roues, il me faut les dessiner plusieurs fois. En effet, histoire d'être un minimum rigoureux sur le rendu, je préfère que le visuel s'adapte à la direction de l'ennemi. D'ailleurs, pour la tête, ça va être encore pire, puisque je vais devoir les animer un minimum. Dans certains cas de figure, il est parfaitement envisageable de faire l'animation directement sur Flash. Mais là, non. Pour ce que je souhaite faire, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par une animation en image par image. Très bien. Il nous reste à préparer les quelques éléments restants, à savoir les dalles sur le sol, les bonus, et enfin, les différentes expressions du joueur dans l'interface. Ok, allez, tout est dessiné, et même si cela peut paraître un peu étrange pour un style de vieux cartoon, nous allons passer à la mise en couleur.
Alors, voyons voir ce que l'on obtient quand on les intègre dans notre jeu. Le joueur, les ennemis, le décor et l'interface. Eh ben c'est parfait tout ça. À présent, le prototype de notre jeu est prêt. Il manque encore beaucoup de choses, mais c'est déjà largement suffisant pour être envoyé à la phase de test. La phase de test est un moment extrêmement important. Une fois qu'un jeu a atteint une forme suffisamment avancée pour être jouable, il est important de la retirer des mains de ses créateurs pour la mettre entre celles de joueurs inconnus qui viendront s'essayer dessus. Même s'il s'avère que pour ce test, les 2 joueurs qui ont accepté de se prêter au jeu ne sont pas des inconnus. Tous 2 vont découvrir le jeu pour la toute première fois. Ils ne savent ni à quoi il ressemble, ni comment on y joue. Et bien entendu, je n'étais pas auprès d'eux pour les aider à comprendre le gameplay. Bon allez, testons ce jeu maintenant. Alors on est une main et on doit sélectionner des trucs, j'imagine, et il y a du feu. Nettoyer les rouages. Alors, bienvenue dans notre petite industrie. Alors on a de la vie, on a des objectifs... Des objets... Ah, qu'est-ce qu'il est marqué? Objectif ou Hein? Puis c'est un des robots sur un à proximité. Bon, on va dire que c'est des... On va dire que c'est un pourcentage, mais je sais pas trop de quoi. Le moment de la prise en main est un instant d'une grande importance. Il permet de voir si les mécaniques de jeu sont suffisamment accessibles et si l'aide est assez claire. Comment jouer? Ah, bienvenue dans notre petite industrie, nous avons quelques petits problèmes et je suis certain que vous êtes l'homme. Ah oui, je suis l'homme. Parfait, voyez-vous, notre problème est que notre industrie est en perte de vitesse. Ou la femme ou le lapin. Ah, mince, ça veut dire que je suis l'homme ou la femme ou le lapin. Ça, on peut le jeter dans les flammes au centre de la pièce, s'il vous plaît. Oh là là, c'est violent. Avec personne à proximité pour les guider, ils se trouvent dans l'exacte même position que n'importe quel futur joueur du jeu. Alors, ce qu'on va faire le premier robot en haut, en bas à gauche. Bon, alors, je suis pas du tout douée. Stink. Il nous faut renouveler notre force de production et nous débarrasser de nos anciens employés. Vous pouvez le jeter dans les flammes au centre de la pièce, s'il vous plaît. Mais ils sont trop mignons, on n'a pas envie de les jeter en plus. C'est un jeu qui a l'air super sadique et j'aime ça. Allez hop. Ah non. Ok, donc on va virer des employés. Leur première réaction a permis de se rendre compte que les choix esthétiques étaient appropriés. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ça me fait penser à les vieux dessins animés, tu sais, c'est super rigolo, j'adore. Bien que cependant, certains visuels manquaient encore un peu de clarté. Alors là, c'est des bonus de... Je sais pas. C'est des bombes grenouilles? C'est des têtes de grenouilles, c'est comment? Oh, c'est le bonus de Naruto, ça, non? La manipulation à la souris leur a également semblé un peu difficile. Bon, peut-être que la sensibilité de la souris est un peu bizarre, mais bon, je sais pas si c'est fait exprès. Ah non, par contre, la souris, la main, elle est pas à ma souris, là. Allez, la souris! Dépêche-toi d'aller vers là! Même si dans l'absolu, leur première impression a été assez joyeuse. Ah, c'est trop sadique, oh, mais ils sont trop mignons, ça me fait mal de les détruire, putain. Ah, mais ça fait trop mal au cœur de les jeter, ils sont tellement mignons avec leurs petits yeux. Oui, parce que si tu es sensible, forcément tu vas avoir un petit peu de regret, de rancune et de rancœur, de remords à détruire des choses aussi mignonnes. Après la prise en main, on passe au déroulement réel du test du jeu, durant lequel les testeurs évoluent au fur et à mesure de ce dernier. Excellent, vous êtes à la mesure de votre CV. Ah bah merci, c'est gentil. Ah, attention, la difficulté, là, ça augmente un peu. Continuez comme ceci, jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de cette racaille bolchevique et vous aurez terminé le niveau. Ce sont dans ces moments-là que l'on peut déterminer si la courbe de difficulté fonctionne, si le jeu se renouvelle suffisamment, et si aucun autre élément parasite ne vient entacher l'expérience de jeu. La racaille bolchevique, ils ont des roues. C'est un véritable labyrinthe. La difficulté va s'augmenter, putain tu vas en chier. Allez, viens là, toi. Comme vous avez dû le remarquer, vous êtes noté à la fin du niveau. Oui, avec des étoiles, j'ai remarqué. Bon, je suis nulle dans les temps, là. C'est trop génial, j'ai des étoiles et tout, t'as vu? J'ai réussi. En plus, il faut que je me dépêche pour avoir la meilleure... Ah non, bah voilà. J'aurai un score pourri pour le temps, ça c'est fait. Alors attends, meilleur score. Ah bah c'est génial ça. On peut rejouer, on peut faire des niveaux suivants. Bah c'est franchement rigolo. Globalement, l'évolution progressive de la difficulté et l'apparition de nouveaux ennemis et dalles du sol semblaient fonctionner.
Tous deux se sont vite adaptés aux nouvelles propositions du jeu, notamment vis-à-vis des multiples robots. Il y a des robots qui peuvent se déplacer en diagonale. Ouais, ça fait quand même un raccourci là, ce bloc là. J'ai l'impression. Ok, il y a des dalles qu'ils peuvent traverser et pas moi. Eh ben c'est cool ça, c'est enjaillant. Je vais essayer de le jeter par là. Non, ça marche pas. Allez! Leur système de désactivation est à écrou. Donc vous devez cliquer plusieurs fois et très vite dessus pour les activer. Oui, il faut appuyer plusieurs fois. Ah non, c'est toujours le même. Ce ne sera qu'avec certaines bombes qu'ils auront plus de mal. En effet, les bombes activées quand elles sont immobiles, mobiles ou les deux, sont toutes avec un même visuel, ce qui ne fonctionne pas très bien pour la compréhension rapide des niveaux. Certains ne vont exploser que s'ils n'ont pas... Attends, certains ne vont exploser que s'ils n'ont pas été désactivés. D'autres au contraire ne pourront exploser que s'ils sont désactivés. Attends, ça veut dire quoi cette phrase? Bon, on va tester ça. Hein. Certains ne vont exploser que s'ils n'ont pas été désactivés. D'autres au contraire ne pourront exploser que s'ils sont désactivés. Ah putain mais je comprends rien. Ah ouais. Du coup, est-ce que j'ai pas besoin de les désactiver? Attends, dans tous les cas, une bombe va exploser, qu'elle soit activée ou pas. D'accord. Bon, là, je suis pas bien là. Je vais pas y arriver. Merde, comment je fais pour... Comment je fais Non, il va m'exploser les petits robots. Oh putain. Oh, j'ai failli me faire toucher. J'ai failli me faire toucher par la bombe. Un problème similaire se posait avec le sol, où ils avaient tendance à oublier quelle plaque faisait quoi. Alors, ces blocs, je sais plus à quoi ils servent. Pour avancer. Putain, mais comment je sais où est-ce qu'il faut passer, où est-ce qu'il faut pas? Alors là, il peut traverser. Vas-y, monte tout seul. Je vais t'attendre là. Ah putain, non, reviens. C'est chaud. Ah putain, j'ai cassé le temps. Putain. Finalement, on en arrive à la phase d'usure, où après avoir joué pendant un certain temps, la lassitude commence à poindre. Bien entendu, plus cette phase arrive vite et plus c'est mauvais signe. Là, elle n'est pas arrivée aussi vite que ça, mais elle aurait pu être tenue plus longtemps, s'il n'y avait pas eu autant de vagues massives par niveau. Voilà, putain. Oh putain, mec. Hop. Oh. Alors là, c'est l'armée. Oh, j'ai loupé le bonus. Oh non, ils vont exploser tous. D'accord, alors là, ça rigole plus. Ce que j'aimerais pas en fait, c'est qu'à un moment donné, quand les robots sont morts, eh ben ils reviennent à la vie. Ça, j'ai vraiment pas envie que ça se passe. Entre les oursins et... Nous n'aurions pas dû leur offrir cette mise à jour. Maintenant, ils sont capables de se réactiver tout seuls, les fourbes. Putain, non. Non, mais, vous allez commencer à m'énerver là, sérieux. Bon. Voilà, plus ça va et moi j'y arrive. Bien qu'au final, le moment qui a entraîné l'usure prématurée est le niveau avec les plaques électriques et les robots Tesla. Oh là là. Non mais là, il y en a trop. Oh putain, non, qu'est-ce que c'est que ces robots? Non, on va pas être copains là, Oh non mais là c'est... Oh non. Ah mais je suis bloquée par les robots. Oh putain, mec, non, il y a trop de robots. Arrête l'électricité, arrêtez-vous. Mais j'ai plus de vie, je suis à 18%, je vais mourir. Oh, les robots donnent de l'électricité, je perds de la vie sinon l'électricité. Et en plus, il y a un bruit qui fait... Ma main va mourir. Pour bien te sniffer que ça fait mal quoi. En plus... Ah non. Perdu. Allô, je suis bloqué. Bah oui, je suis bloqué, bah dis donc. C'est... Merci. En conclusion, que peut-on retirer de ce test? Comme toute bonne analyse d'une création, nous ne retiendrons que les points négatifs, car ce sont eux qui nous indiqueront ce qui est améliorable. Donc nous retenons que certains visuels ne sont pas encore assez clairs, la manipulation à la souris pourrait être améliorée, le jeu n'indique pas assez que l'on peut jeter les ennemis, les plaques au sol ne sont pas assez distinctives, il y a trop de vagues par niveau, et il faudrait plus de visuels différents pour distinguer les bombes. Et j'y ajouterai également d'autres points qui me sont venus, car j'ai pu constater que ce jeu avait une grosse faiblesse. Je sais pas quelle stratégie adopter pour être la plus efficace. Ah non, lui j'aurais dû le laisser marcher un peu encore. Bon, il va pas du tout dans la direction que je voudrais. Il pousse le joueur à ne se reposer que sur des stratégies passives. En effet, le jeu pousse à attendre pour appliquer des stratégies, mais pas à agir autrement pour désactiver et déverrouiller les robots. C'est pourquoi je rajouterai les points suivants pour améliorer cela. De pouvoir donner des sortes de claques aux ennemis activés pour les pousser dans une direction sans pour autant les saisir. De pouvoir saisir plusieurs ennemis d'un coup. Et de pouvoir jeter les ennemis au travers de certains murs.
Et voilà, ainsi grâce à ces tests, nous en savons un peu plus sur les moyens de rendre ce jeu meilleur, et c'est pourquoi nous pouvons remercier nos deux testeurs, Xenos et Squee. Toutes ces améliorations, nous les gardons en tête pour une application future. Cependant, l'heure n'est pas encore venue de les appliquer, car il manque un dernier test à faire sur ce prototype. Et ce test, c'est le vôtre. Ce sera à la suite de vos retours, vos critiques et vos remarques que nous pourrons établir une liste complète d'améliorations pour que, lors de la seconde partie de ce loading, nous réalisions un jeu qui vaille vraiment la peine d'être joué et nous plonge complètement dans le corps de Mickey. Harassé, rompu, brisé, au bord du burn-out le plus total, Mickey, depuis son entrée à Screw and Fire Corporation, n'a cessé d'enchaîner les journées de 16 heures, les semaines de 7 jours et les crunchs permanents pour satisfaire les actionnaires toujours plus insistants. Brûler les robots, brûler les robots, brûler les robots. Même dans ses songes, ce dont il connaissait jusqu'au moindre détail n'était plus que charbon et cendres qui s'évaporaient pour nourrir les capitaux de ces parasites. Mais ce n'était pas terminé. Mickey n'allait pas se laisser écraser sans rien dire. Et dans le désespoir, sa révolte n'en sera que plus féroce. La question étant, ces flammes qui dévoraient ses amis pourraient-elles mettre le feu à la société tout entière? Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.